On va revenir sur ce qui s'est passé en Suisse, à Crans-Montana. Et oui, il y a eu pas mal de petites nouvelles révélations. Et en fait, eh bien, c'est la réalité. C'est ce que j'avais dit dans ma première vidéo, enfin dans ma deuxième vidéo là-dessus, en disant qu'au final, avec toutes ces négligences, peut-on encore parler d'accident, hein? Eh bien, je crois que là, définitivement, on peut parler d'une grosse négligence extrêmement volontaire. Parce que oui, apparemment, le patron aurait tout simplement préféré l'argent à la sécurité, au point même, ou peut-être même que le permis pour avoir transformé son sous-sol n'a même pas été déposé, donc les travaux n'ont même pas été autorisés à la base. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc on se retrouve là-dedans pour regarder déjà en premier lieu avant cette vidéo du Jarl qui fait suite à un post de Cro-Blanc où en fait il y a des scientifiques du monde, enfin du monde, hein, pas du journal, mais des scientifiques dans le monde qui ont tout simplement établi un espèce de profil psychologique des gens et expliqué en fait pourquoi, alors même que le feu était en train de brûler de partout, pourquoi les gens n'ont pas bougé, pourquoi ils sont restés passifs, pourquoi ils ont filmé comme ça, comme des débiles, avec leur téléphone. Et en fait, c'est un comportement apparemment humain, voilà. C'est-à-dire que tu es tellement en danger que ton cerveau, des fois, il va faire un off total sur la situation et tu vas être là et tu vas être complètement buggé, hein, t'es littéralement buggé devant un danger. Alors moi, au fond de moi, je reste profondément convaincu que le feu c'est quelque chose qui a toujours fait peur dans l'histoire de l'humanité, qui a fasciné, mais qui a toujours fait peur. Après, justement, la question c'est, comme beaucoup de gens me l'ont dit dans les commentaires, avec tous ces gens à base de Wallah et de Wesh qui passent leur week-end et leur soirée à brûler des bagnoles, brûler des poubelles H24, à tirer des mortiers, etc., au final, le feu, tu ne le crains plus vraiment. Le feu, tu ne le crains plus vraiment, tout simplement. Et je pense que c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que sur un certain type de jeunes, le feu ne fait plus peur en fait. Sur les autres, il fait peur. Moi, je sais très bien que j'aurais vu une flamme, j'aurais couru direct. Parce que j'ai peur, j'ai pas envie de cramer. Hein, on est d'accord. Mais tous ces gens qui passent leur temps à allumer des feux de poubelle, à allumer des bagnoles, à faire les cons autour, à vivre comme ça dans ces feux géants, etc., on peut se poser des questions. Bref, on va écouter cette vidéo du Jarl qui revient un peu là-dessus. Je vais pas trop couper parce qu'elle fait 4 minutes 37, mais que c'est très intéressant en fait dans le fonctionnement en fait et le raisonnement dedans. On va commencer vers 0,40 dans ces eaux-là. On va écouter ça. Proche de la réalité. Alors commençons par un rappel historique qu'il a d'ailleurs repris. En 2003, lors de l'incendie de la boîte de nuit Station aux États-Unis, 100 personnes sont mortes. Il n'y avait ni smartphone, ni Instagram, ni réseaux sociaux. Bien pourtant, des dizaines de victimes sont restées à regarder les flammes, persuadées qu'il s'agissait d'un effet de scène. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas de la bêtise, c'est un mécanisme humain universel. Quand la musique continue, que le personnel panique pas, que l'ambiance reste exactement la même, c'est-à-dire normale, le cerveau humain il bloque l'instinct de fuite. C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Face à des signaux contradictoires, le cerveau se fige pour analyser. Je t'ai d'ailleurs raconté ces faits-là lors des agressions, quand tout le monde se plaint parce qu'une femme se fait agresser et 15 personnes autour ne disent rien ou laissent faire. C'est un peu le même effet. Les jeunes là ne se sont pas filmés pour faire du buzz. Ils tentent de comprendre ce qu'ils voient. Souvent ils ont déjà d'ailleurs le téléphone en main, parce qu'ils le lâchent plus aujourd'hui. Évidemment alcoolisés, dans un contexte festif. Ce comportement il est connu, il est anticipé et intégré dans toutes les normes de sécurité incendie modernes. Les règles partent du principe que les gens ne courent pas immédiatement. On prévoit même 1 à 2 minutes de latence avant une évacuation. C'est précisément pour cela que les bâtiments conformes sont équipés de détection précoce, de matériaux adaptés et parfois de systèmes d'extinction automatiques. D'ailleurs, à dire vrai, j'aime bien te donner des exemples. Plusieurs fois l'année dernière, dans l'établissement où j'étais, notre système incendie s'était déclenché en pleine nuit avec plus de 1000 personnes à l'intérieur dans la boîte. Tenez-vous bien. Malgré l'arrêt de la musique, malgré la mise automatique en lumière de jour, malgré une sirène sonore, malgré un message annonçant l'évacuation du bâtiment suite à une alarme incendie, vous savez quoi ? Absolument personne ne sortait de la boîte. Et vous savez ce qu'ils faisaient les gens ? Ils allaient au bar, ou alors avec leur téléphone, ils filmaient le système auditif pour qu'on entende sur leur vidéo ce qui était diffusé dans la boîte. Je vous assure que c'est vrai. On a fait la constatation de cette situation plus d'une quinzaine de fois en 3 mois. Et le seul moyen pour que les gens sortent, c'était que des agents de sécurité ou que les barman leur demandent de sortir. Ça fonctionnait.
Mais le système automatisé n'apportait absolument aucune réaction à part celle d'aller au bar. Mais revenons sur ce drame. Le problème n'est pas le public. Le problème, c'est le bâtiment. Le plafond était composé de mousse polyuréthane. Alors ce matériau, évidemment, ne brûle pas progressivement. Il s'embrase de façon explosive. D'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui ont vu mon post ici où je vous disais que en rentrant dans mon bureau, du coup, pour la première fois depuis avant-hier soir, eh bien, j'ai vu une mousse. Il y avait une mousse qui était tombée sur mon bureau, littéralement. C'est la mousse de mon mur qui est juste là à côté. J'ai une mousse, j'ai un trou dans le mur là, parce que la mousse du coup elle veut pas se recoller. Et en fait les mousses étaient fixées depuis septembre 2022, d'accord. J'ai de temps en temps des mousses qui se décollent, mais elles tombent pas. J'en ai une seule qui était tombée, et elle était très mal collée au plafond. Là elle est tombée sur le mur. Et pile poil à ce moment-là, du coup j'avais vite dit justement ici, est-ce un signe du Très-Haut pour me dire de toutes les enlever? Très bonne question. Et il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit, bah tu devrais essayer de les brûler et tout. Parce que moi je vous avais dit qu'elles étaient inifugées, les mousses. Hein, je vous avais dit que de toute façon elles étaient protégées contre les flammes, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris et j'ai essayé de la brûler. Et ben oui, elle est vraiment inifugée. En fait, dès que la flamme prend, elle s'éteint direct. Direct. Il n'y a pas de ça brûle un peu. En fait, je l'ai brûlé avec un allume-gaz. Vous savez, les gros trucs là. J'avais pris la mousse comme ça et je la brûlais. Et en fait, la flamme arrive dedans, elle brûle la mousse. Mais dès que je lâche la source de feu de base, en fait, la flamme s'éteint. Il n'y a rien du tout. Elle ne prend pas feu, elle ne brûle pas, donc elles sont bel et bien inifugées. Donc déjà, je suis peinard dans mon bureau. Par contre, l'odeur, putain, l'odeur, ça pue la mort. Heureusement que je l'ai fait dehors, hein, logique, je suis pas débile. Mais bordel que ça pue. Hein. J'avais le nez à côté, ça schlingue vraiment la toxicité du produit et tout. Bref, donc non, je vous confirme ici qu'elles sont bien inifugées, mes mousses. Voilà. Bref, on peut repartir. En moins de 90 secondes, la pièce peut atteindre plus de 600 degrés. C'est littéralement de l'essence solide. Alors dans ce type d'incendie, le temps d'évacuation sécurisé est quasiment nul. Même avec une réaction immédiate, la densité de la foule bloque les issues. La largeur des portes, le débit de sortie, la vitesse de propagation du feu, tout devient incompatible avec la survie. Dans un feu classique, on s'attend tout simplement à ce qu'un adulte intervienne, à ce qu'un extincteur suffise, à ce que les sprinklers fassent leur travail. Personne de raisonnable ne s'attend à ce qu'une salle explose en quelques secondes. Sauf celui qui connaît parfaitement la conception du lieu ou qui maîtrise tout simplement les feux. Ces jeunes n'ont pas filmé par cynisme. Beaucoup ont d'ailleurs probablement perdu connaissance très vite, intoxiqués par les fumées. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient de toute façon été piégés dans une unique issue, écrasés par la foule face à une boule de feu incontrôlable. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai aussi quelque chose à vous dire avec mon expérience. Une règle humaine. En cas d'urgence, notre réaction la plus naturelle pour se sauver d'un lieu, c'est de sortir par l'endroit où nous sommes rentrés. Ça aussi, j'ai pu le constater de nombreuses fois. Pour faire réagir les gens afin de leur faire comprendre qu'il faut vraiment sortir, il faut que des salariés annoncent et forcent les clients à évacuer du lieu. C'est ce qui fonctionne parfaitement. Et bien, même si vous ouvrez 3 issues de secours dans le bâtiment, vous verrez que les clients sortent en urgence par l'endroit où ils sont arrivés. C'est parfaitement humain. Donc dans ce bar, ils ne sont pas morts à cause d'Instagram, ils ne sont pas morts à cause de leur comportement de jeunes soi-disant inconscients, ils ne sont pas morts parce qu'ils se sont filmés, ils sont morts parce que la physique du feu va plus vite que le corps humain, parce que leur réaction en groupe les a pour la plupart inhibés. Ils n'ont eu tout simplement qu'une réaction de groupe, parfaitement humaine. C'est ça le drame. Alors ce qu'il faut surtout aujourd'hui comprendre, c'est de mettre toute la lumière sur un éventuel mépris catastrophique des règles de conception sécuritaire qui n'a laissé aucune chance aux victimes. Et ça, justement, c'est le sujet de la vidéo, comme vous vous en doutez, et c'est ce qu'on va voir juste après. Ce qu'il faut changer demain, ce sont les normes que doivent avoir les bars, les restaurants et les pubs qui détournent leur vocation première, qui se retrouvent à faire de la discothèque dans un lieu pas du tout adapté à ça. Et afin tout simplement que plus jamais cela ne se reproduise. Dans un lieu pas du tout adapté à ça, et j'irai même plus loin, dans un lieu en fait où il n'y a même pas eu apparemment de permis de déposer pour aménager en fait ce sous-sol, pour en faire une boîte. Vous allez voir, c'est absolument fou. Ici, on a Stéphane Ivanovic, 31 ans, agent de sécurité du bar Le Constellation, est mort en héros après avoir sauvé des vies. Donc en fait, il a sauvé plusieurs vies, il a apparemment fait sortir plusieurs personnes, sauf que malheureusement, il y a laissé sa peau. Donc il a été rapatrié du coup vers la Serbie, voilà, d'où il est originaire. C'est sa famille du coup qui a ouvert une cagnotte, etc. Bref, première victime ici. D'ailleurs, j'en profite que pour moi, l'un des plus gros problèmes en fait, et de ce qu'on n'a pas vu dans les vidéos, après ça se trouve, il y a des vidéos qui ont été enregistrées à un moment, mais les téléphones ont brûlé ou j'en sais rien. Le truc qu'on n'a pas vu, c'est quelqu'un avec un extincteur. Je veux dire, on a vu le mec avec sa serviette en train de taper sur les flammes. Putain, mon premier réflexe, moi, c'est de prendre un extincteur.
Enfin, je sais pas, je cours vers l'extincteur. On est formé à ça à l'école, dans tous les trucs, etc. On le sait, un feu, extincteur. Ou un feu, tu prends de l'eau, tu balances, enfin, je sais pas, tu fais un truc, mais pas de taper comme ça. Ou t'étouffes le truc, enfin, je sais pas, tu prends une chaise, tu prends. Bah, après, c'était trop tard aussi, les flammes étaient beaucoup trop grosses, mais que pouvait pas étouffer 1,5 m de diamètre de flamme. Mais je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre en fait. Pas d'extincteur, pas d'alerte, il n'y a pas eu de, il y a pas de détection incendie, il n'y avait rien du tout. Et une seule issue quoi. Une seule issue et enfin c'est catastrophique. Bref, c'est catastrophique. Ici, on a une deuxième victime, Charlotte Needham, du coup une Française de 15 ans, dont le décès a été officialisé lors de l'incendie du bar Le Constellation. Sa famille avait espéré un miracle permettant de retrouver leur enfant en vie. Encore une fois, 15 ans. Alors là, on va me dire, oui, mais en Suisse, ils ont le droit. Parce que oui, apparemment, les lois suisses n'interdisent pas la venue, du coup, de mineurs dans des boîtes de nuit. Vous n'avez pas le droit de leur vendre de l'alcool avant 18 ans. Ça, c'est légal dans la loi. Enfin, c'est légalement inscrit. Mais en fait, en termes d'accueil, vous avez totalement le droit d'accueillir des mineurs dans vos établissements. Voilà. Donc il y a des gens de 14-15 ans qui sont morts là-dedans. C'est un truc de ouf. Les parents derrière, mais qu'est-ce que vous branlez, bordel, à faire sortir vos gosses dans des établissements comme ça à 14-15 ans. Et dans les commentaires, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais toi, t'es jamais sorti quand t'étais jeune ?» Jamais mes parents m'auraient laissé aller dans un bar ou en boîte à 15 ans. À 14 ou 15 ans, bordel. Allô? Tu peux sortir, tu peux faire des trucs, tu peux aller dans un bar à ambiance. J'allais dans des bars à ambiance. Mais pas en boîte. Il y a des limites, bordel. Il y a des limites. Et là, on parle de l'incendie, mais il y a bien des dangers beaucoup plus gros que ça. Hein? Ici, Pauline Perricini, pareil, une jeune femme originaire de Toulouse, figure parmi les victimes grièvement blessées. Donc il y a eu, je crois, 11 Français parmi les 40. 11 Français qui sont décédés. Il y a eu genre une vingtaine de Suisses, 22 Suisses, je crois. Et le reste, c'est des gens, il y a eu un Turc, 2 ou 3 Africains, je crois. Il y avait un Italien, je crois, je sais plus ce qu'il y avait, j'avais vu une liste et je l'ai pas sauvegardé la liste, je suis un peu con là-dessus, mais il y avait une liste voilà, de plusieurs victimes par rapport au pays, mais globalement c'est en majorité des Suisses bien sûr et des Français hein, du coup, logique, hein, les pays voisins. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'encourt que 3 ans d'emprisonnement devant un tribunal suisse. Et oui, vous allez voir, on va lire un article juste après. Mais en gros, le mec, apparemment, c'est lui qui a fait ses travaux tout seul. Et au-delà de les avoir fait tout seul, il n'y aurait pas eu de permis de déposer ni de vérification de fait. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que c'est la commune carrément qui va se porter du coup partie civile dans ce procès, hein, un procès qui est à venir, si jamais ça va jusque-là. Bref, vous allez voir, ça va être absolument fou. Après l'incendie du bar de Crans-Montana, des journalistes se sont déguisés en médecins avec des blouses blanches afin d'entrer dans les chambres d'hôpital pour interviewer des victimes. L'hôpital a fait appel à un service de sécurité. Putain, les journalistes, ah oui, ils font leur travail. Non mais il y a des limites. Je veux dire, là, ils sont pas partis interroger un mec qui est emprisonné, enfin, je sais pas, un criminel ou je ne sais quoi. Ils interviewent des victimes d'un feu, d'un incendie. Imaginez dans quel état ces gens sont, physiquement et mentalement. Et vous avez des gens... votre déclaration, alors vous étiez témoin, qu'avez-vous vu? Putain, mais j'en ai marre de ces gens, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Bref. Il y a une pétition ici qui est faite pour tout simplement la responsabilité et la protection du public, voilà, pour la responsabilité des gérants de cette boîte-là. Donc, je vous mettrai le lien, hein, écoutez si jamais vous voulez, mais il n'y a que 2 personnes qui ont signé, ça va pas changer grand-chose. Je vous la partage juste ici, hein, si jamais il y a une pétition, bah, vous savez où la chercher. Et si jamais j'ai oublié de la mettre en commentaire, vous tapez juste pétition Crans-Montana, et je pense que vous allez la trouver, hein, c'est sur change.org. Et donc ici on a un article assez intéressant, alors je vais juste dézoomer juste un petit peu, hop là, on a un article intéressant, je vais même rezoomer un peu, pardon, parce que je pense pas que le texte était si petit, voilà, qui revient du coup sur les failles de sécurité que l'enquête pourrait dévoiler, voilà. Entre rénovation non documentée et contrôle pointé du doigt, le drame de Crans-Montana met en lumière de possibles failles dans l'application des normes de sécurité. On va regarder un peu tout ça, vous allez voir, c'est absolument fou.
3 jours après l'incendie meurtrier du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à au moins 40 personnes, NZ, je sais pas quoi, ça doit être un organisme de sécurité. De toute façon, on peut regarder ce que c'est, hein, mais globalement, ça doit être un truc où la communauté, l'agglomération en gros de Crans-Montana ou quelque chose comme ça, met en lumière une zone d'ombre majeure, l'absence de toute trace officielle des travaux réalisés dans l'établissement par les propriétaires. Selon les recherches menées par le grand dominical Alémanique, aucune demande de permis de construire relative à la rénovation intérieure du sous-sol du bar n'apparaît dans le journal officiel du canton de Valais au cours des 11 dernières années. 11 dernières années, ça remonte à 2014-2015. Période où ils ont fait leurs travaux. Il n'y a rien, il n'y a pas une seule demande de permis de construire qui a été enregistrée. Or, ce sous-sol a fait l'objet d'une transformation en profondeur, réalisée en grande partie par l'exploitant lui-même, comme en attestent des images et des déclarations sur Facebook, où du coup il disait qu'il avait tout fait lui-même, etc. Donc pareil, on m'a dit qu'une mini-pelle ça pouvait passer dans les escaliers, donc ok. Merci à tous les gens qui connaissent ça de près ou de loin, tous ceux qui sont dans le bâtiment, etc. Pour vos explications, parce que franchement j'avais de gros doutes, mais apparemment c'est vraiment possible. En utilisant le godet en fait devant, vous arrivez en fait à vous caler, à prendre l'équilibre. Donc ok, très intéressant, merci pour tout simplement vos réponses, voilà. Et bon courage à tous ceux qui sont sur les chantiers, parce qu'en ce moment, on se pèle les miches dehors, donc bon courage à vous tous ceux qui êtes dehors ou au contact du froid, de près ou de loin. Bref, donc en gros, il y avait des images de sa rénovation. La NNZ Amson Tag révèle bien une publication officielle datant de 2015, mais celle-ci ne concerne que la construction d'une terrasse vitrée à l'extérieur du bâtiment. Donc ils ont fait un permis pour une terrasse vitrée à l'extérieur du bâtiment, sans mention des aménagements intérieurs. Donc est-ce qu'ils auraient utilisé ça pour déclencher le permis, pour pas qu'on leur dise mec, comment ça se fait que t'es avec ta mini-pelle dans ton bar là, tu fais quoi? Et le mec dirait juste oui, mais j'ai fait des travaux, regarde, il y a un permis qui a été déposé et tout. Et en fait le permis concerne une terrasse vitrée dehors. C'est fou. Cette absence soulève une question centrale. Les travaux ont-ils été autorisés ou ont-ils été jugés suffisamment mineurs pour ne pas nécessiter de publication? Une exception prévue par la législation valaisanne. Un point d'interrogation. L'enjeu est de taille car une procédure de permis de construire inclut en principe un examen des normes de protection incendie. À ce stade, ni les autorités cantonales ni communales n'ont confirmé si un tel contrôle avait eu lieu. Le maire de Crans-Montana renvoie à la police cantonale, laquelle transmet le dossier au ministère public. Aucune prise de position n'est faite tant que l'enquête est en cours. L'enquête de nos confrères alémaniques interroge du coup également la régularité des contrôles. Ça vous allez voir, ça va être très intéressant. La loi valaisanne prévoit des inspections annuelles. C'est dans la loi. Il y a des inspections annuelles des bâtiments ouverts au public. Annuelles. Des inspections annuelles. Ok ? Or, d'après les déclarations recueillies par 24 heures auprès des propriétaires, le bar n'aurait été contrôlé que 3 fois en 10 ans. 3 fois en 10 ans. Un autre exploitant de la station affirme de son côté que son établissement a été inspecté après une rénovation, mais qu'aucun contrôle périodique n'avait suivi. Il y a un putain de problème en termes de contrôle des normes. Il y a un gros souci là. Là, il y a vraiment un gros souci en termes de contrôle des normes. La loi du canton qui dit que les inspections doivent être faites de manière annuelle. Ok, c'est dans la loi du canton. Et pourtant, on a le mec qui se fait contrôler son établissement 3 fois en 10 ans. Putain, j'ai eu un vieux renvoi de merde. 3 fois en 10 ans. Et l'autre qui nous dit tout simplement que son établissement n'a jamais rien eu après les rénovations. Ces éléments prennent une dimension particulière alors qu'une instruction pénale a été ouverte contre les gérants pour homicide par négligence. On en a parlé de la négligence dans la précédente vidéo. Négligence, c'est bel et bien le fait d'être au courant de quelque chose que tu ignores consciemment. Voilà. Tu sais que tu n'as pas le droit, mais tu le fais quand même. Voilà. Tu ignores volontairement quelque chose. C'est de la négligence, c'est pas de l'ignorance. D'accord ? Il y a vraiment cette notion. J'ai vu personne réagir à ce point-là dans la précédente vidéo, dans les commentaires. Donc je sais pas si les gens l'ont vraiment compris. Je pense que oui, parce que j'ai vraiment insisté là-dessus. Mais là, on parle bien de négligence, non pas d'ignorance. L'ignorance, c'est tu ignores quelque chose. Voilà, tu ignores que tu n'as pas le droit
Par exemple, de mettre des mousses flinguées ou de ne pas avoir de contrôle. Là, ça serait bien de la négligence. Tu es au courant, mais consciemment et volontairement, tu ignores ça. Et c'est grave, hyper grave, et on voit les dégâts. Lésion corporelle, du coup, par négligence, et incendie par négligence. Donc ça, c'est les 3 chefs d'accusation. Je vais juste les resurligner un petit peu mieux ici, blablabla. Donc, homicide par négligence, lésion corporelle par négligence, et incendie par négligence. L'enquête devra notamment déterminer si des manquements administratifs ou des défaillances de contrôle ont attribué au drame, et si les matériaux utilisés, notamment pour la mousse acoustique, au plafond donc, étaient conformes aux normes en vigueur. Vu comment ça a brûlé, et vu la réaction, moi, de ma mousse que j'ai brûlée tout à l'heure sur ma terrasse, je peux vous dire que c'est pas la même mousse. C'est pas la même mousse. Il n'y aurait pas eu d'incendie avec la mienne. Littéralement. Parce que dès que je coupais dès que j'éteignais en fait mon allume-gaz, il n'y a plus de flamme. La flamme s'éteint direct en fait pour la mousse. Elle brûle 1 mm et paf, elle s'éteint. La mousse est pleine de produits, je sais pas comment ça fonctionne, mais elle est totalement ignifugée. Genre la flamme ne brûle pas la mousse. C'est... Voilà. S'il y a plus de flamme, il y a plus de mousse. Enfin, il y a de la mousse, je veux dire. Bref, vous avez compris le délire. Mais voilà. Il y aurait eu les mousses que j'ai dans mon bureau, là, qui sont autour de moi, partout, ça aurait pas brûlé, du coup. Littéralement. Sauf si les flammes venaient d'autre part. Mais là, le combustible de ce feu, parce qu'un feu, ça a besoin de 3 choses. Ça a besoin d'oxygène, d'une source de chaleur et d'un combustible, ok ? C'est la base de la physique. Voilà, 3 éléments pour le feu, c'est un triangle, et au milieu, vous avez un feu. Pour un feu, il faut de l'oxygène. Si vous enlevez l'oxygène, il n'y a plus de feu. Quand on étouffe quelque chose, il n'y a plus de feu. Si vous enlevez la source de chaleur, il n'y a plus de feu non plus. C'est logique. Et si vous enlevez le combustible, il n'y a plus de feu non plus. Voilà, tu peux pas faire une flamme paf dans l'air comme ça. Non, ça n'existe pas. Il faut un combustible. Et le combustible, ça peut être aussi l'oxygène. Donc quand on étouffe, quand il n'y a plus d'oxygène, indirectement, il n'y a plus de combustible. Ok, vous comprenez ? Donc, moi, admettons, dans mon bureau, ça brûle. Mais juste, il y a une étincelle qui tombe sur une de mes mousses. Dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. Avec les bougies incandescentes, il y a quelques étincelles qui ont touché les mousses, elles ont pris feu direct. Moi, ça aurait juste fait fondre ma mousse, mais il n'y aurait pas eu de flamme de partie, parce que c'est ce qui s'est passé. J'ai des trous partout dans ma mousse, là où je l'ai brûlée. Mais elle n'est pas partie en fumée, quoi. Donc c'est vraiment... Moi, mes mousses ne sont pas des combustibles pour le feu. Les mousses que le mec avait installées, si. Bref, désolé, j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que c'est très très important, et je vois beaucoup de gens dire un peu de la merde du coup sur internet là-dessus, alors que c'est le point principal en fait, c'est ces putains de mousses. C'est ces putains de mousses. Donc moi, ils m'ont coûté une couille, littéralement, quand je les ai installées, je vous ai déjà dit, j'ai payé, je crois que c'était 35 € le pack de 12 mousses, ça fait mal aux fesses. J'en ai pour plus de 100 balles dans mon bureau, et j'ai un bureau qui fait 2 mètres et quelques carrés, c'est un chiotte, littéralement. Donc imaginez ce que le mec aurait dû débourser pour toute sa pièce. Voilà pourquoi il l'a pas fait. Dans ce contexte, la commune de Crans-Montana a annoncé samedi se porter partie civile. Très important, la commune se porte partie civile dans le cas où il y aurait un procès. Une décision prise à l'unanimité par le conseil communal qui affirme vouloir apporter activement sa contribution à l'établissement complet des faits. L'autre truc qui est rigolo, c'est qu'apparemment le gérant a plusieurs entreprises dans la commune, ok ? Et des témoignages du coup que j'ai pu voir sur les réseaux et des messages, des commentaires que j'ai eus sur des gens qui habitent là-bas, apparemment en fait c'est une espèce de gestion avec beaucoup de familles blindax qui ont pas mal d'entreprises à droite à gauche, donc ça il n'y a aucun mal, sauf qu'en général ça conduit à beaucoup de dérives, notamment des dérives administratives, où chacun s'accorde des trucs, chacun ferme les yeux sur le copain du voisin, du machin, du truc, parce que globalement ils sont tous dans le même business, ils font tous marcher la station, ils ont tous plusieurs boîtes et à la fin ils sont tous dans le conseil communal, donc je sais pas comment ça marche en Suisse, est-ce que ces gens-là ont le droit de siéger ou pas ? Très bonne question, mais voilà, il pourrait y avoir aussi beaucoup de manquements ici. Donc là, ce à quoi on assiste, c'est peut-être que les mecs le lâchent, il se fait lâcher par tous ses copains. Voilà, et ça c'est assez logique et c'est assez courant dans ces histoires-là. Donc c'est dommage, parce que combien d'établissements dans le coin, bon peut-être que maintenant ils vont faire des travaux, mais combien d'établissements dans le coin ont les mêmes normes débiles de sécurité et les mêmes manquements administratifs en termes de sécurité ? Combien de bâtiments sont concernés par ça, en fait ? Une démarche sur laquelle s'est exprimé Nicolas Rivard, interrogé sur le 12h30 de la RTS.
L'avocat spécialiste de ce type de dossier souligne d'abord que la légitimité juridique de cette constitution comme partie civile peut être questionnée. La commune de Crans-Montana n'est pas lésée directement dans ses intérêts. Le drame s'est passé dans un milieu privé, donc aucun lien n'existe entre cette constitution comme partie plaignante et les dommages que l'on voit tous depuis 2 jours. Alors moi, selon moi, si la commune se constitue partie civile, c'est aussi pour l'image, pour l'atteinte à l'image. Voilà, un patron qui fait de la merde, qui fait un drame, qui devient un drame mondial, parce que tout le monde, dans tous les médias partout, en ont parlé. Et donc, dans beaucoup de médias, ça apporte atteinte à l'image d'une station de ski touristique, d'une station hivernale touristique, qui dépend beaucoup du tourisme. Donc ça nuit, ça atteint l'image. Donc c'est aussi pour ça, selon moi, que la commune ici se porte partie civile. Ce qui est totalement compréhensible. Après, il faut voir, de manière légale, comment ça marche et tout. Mais pour moi, cette volonté de se porter partie civile pour la commune se fait là-dessus, se fait sur le point de l'atteinte à l'image. Parce que ça pourrit littéralement l'image de la station, là, c'est fini. Il va y avoir les habitués et tout, mais globalement, ils vont perdre beaucoup en tourisme pendant plusieurs années, avant que les gens commencent à oublier, malheureusement. Pour autant, Nicolas Rivard n'exclut pas que la position de la commune évolue au fil de l'instruction. Dans l'émission Forum, cette fois, il a appliqué comprendre à ce stade aucune enquête, qu'à ce stade, aucune enquête ne vise encore les autorités communales. Le ministère public est allé au plus rapide et au plus évident, a-t-il déclaré en référence à l'ouverture d'une instruction pénale contre les gérants du bar, évidemment. Selon lui, la question reste ouverte pour la suite. Il faudra déterminer s'il y a eu un manquement au devoir de vigilance, à la fois de la part des autorités communales ou du service cantonal. L'avocat rappelle que l'ouverture d'un établissement recevant du public, donc un ERP, est soumise à un préavis cantonal, notamment pour les matériaux utilisés. Donc en plus, ils font un préavis cantonal pour les matériaux. C'est la loi contre la protection des incendies qui vous le dit. Le terme de matériaux utilisés est indiqué en tant que tel dans la loi et ça doit faire l'objet d'un préavis du canton, donc d'une autorisation. Voilà. Le canton doit autoriser les matériaux utilisés dans les travaux. Ils ont clairement pas autorisé ça. Enfin, j'espère. Par ailleurs, revenant sur les contrôles annoncés par le propriétaire au nombre de 3, rappelons-le, la réponse de l'avocat, citant l'ordonnance sur les mesures préventives concernant les incendies, est limpide. Donc l'avocat dit « Les établissements qui reçoivent du public doivent être contrôlés tous les ans par l'autorité communale. Point. » Suite à quoi, un rapport doit être transmis à la commune et à l'office cantonal du feu. Donc c'est quand même assez contrôlé. Dès lors, si les déclarations du propriétaire s'avéraient exactes et que ces contrôles n'ont pas été effectués conformément à la loi, une extension de l'instruction pénale n'est pas exclue. Dès lors, qui serait poursuivi ? L'avocat explique que, dans un tel cas, c'est le conseil communal en tant qu'autorité collective qui est visé, pas spécifiquement une personne. Oui, je pense que le propriétaire, etc. vont prendre la responsabilité, mais si derrière ils peuvent tout mettre sur la commune et dire « Ah bah oui, mais c'est pas de notre faute, la commune avait qu'à nous contrôler, nous on savait pas », ils vont jouer là-dessus, c'est sûr, 100%. À mesure que les responsabilités seront clarifiées, le périmètre de l'enquête pourrait donc encore s'élargir. On a tout vu. Donc bref, et après il y a le témoignage du coup des gens qui avaient déjà fait le tour des réseaux et tout. Bref, voilà ce qu'il y a à dire là-dessus sur ce drame monumental. Donc apparemment ce serait beaucoup de manquements tout simplement dans la sécurité. Pas de permis déposé pour l'aménagement de l'intérieur. On le rappelle, ici, vous avez l'escalier de base. L'escalier basique ici qui a été rétréci de 40 cm de chaque côté parce que le mec a fait passer des tuyaux dans les murs, donc il a rajouté un mur de parpaing. Donc c'est pas 40 cm, du coup c'est 20 cm, un parpaing ça fait 20 cm de large. Donc globalement, si, il y a un peu plus parce qu'il faut que le tuyau passe et il faut que le parpaing. Donc c'est ça, donc c'est bien 40 cm ici. Il y a un décalage de 40 cm. En fait, ils ont mordu l'escalier ici de 40 cm pour faire passer des tuyaux, en fait, ici le long, où ils ont rajouté une cloison. C'est pour ça qu'on a un escalier qui est hyper étroit. Et donc un escalier hyper étroit, pas d'alarme incendie, apparemment pas d'extincteur, ou en tout cas pas à portée, c'est bizarre. Pas de permis déposé pour tout ça. Apparemment, pas d'autorisation non plus par la commune pour avoir placé ces mousses et les matériaux, le bois et compagnie, qui ont été utilisés dans les travaux. Bref, c'est très très bizarre. Et à mon avis, tout ça va lever, l'enquête va lever énormément de soucis sur la gestion autant communale, selon moi, que patronale par les gérants. Donc on verra. On verra tout ça, je vous tiendrai au courant encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, je pense qu'on a globalement le point de vue global de la chose. Les propriétaires, les gérants ont privilégié l'argent, les économies d'argent sur les matériaux utilisés qu'autre chose. Moi, j'ai pas fait un dépôt de permis pour mon bureau. Mais je me suis dit, dans un bureau si petit,
avec de grosses sources de chaleur, hein, un ordinateur, des multiprises, enfin une multiprise, et j'ai plusieurs autres prises dans la pièce également, j'ai des LED derrière moi, enfin bref, j'ai quand même de l'électricité et de la chaleur qui circule. Je me suis dit à tout moment, si jamais il y a un feu, il faut que j'achète quelque chose qui est bien. Donc j'ai mis le prix, 35 balles pour des packs de 12 mousses. J'en ai, je crois que j'ai quasiment pas une centaine de mousses, mais ouais, j'ai dû acheter au moins, ouais si, 4 packs, hein, dans ces eaux-là, hein. Ou 3 packs à peu près. Donc il y en a beaucoup. Mais au moins je suis protégé. J'ai mis le prix, mais je suis protégé. Eux, ça leur aurait coûté une blinde, mais ils auraient pas eu à subir ce genre de choses. Voilà. Surtout qu'on voit, hein, le mec il est sur sa mini-pelle et tout, vous regardez le plafond, il est hyper bas quand même, hein. Il est hyper bas et ils l'ont rabaissé en plus le plafond. Pour mettre toutes les canaux, enfin toutes la tuyauterie, les gros tuyaux, les gros trucs, ils ont mis de la mousse isolante, etc. Donc en fait le plafond il a été rabaissé à mort et tout. Enfin bref, c'est un four le truc en fait. Ils ont transformé ça en four quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez là-dessus dans les commentaires. On se dit à la prochaine. L'abonnement, le like, le partage comme d'hab. Ciao.